Bienvenue au balado Connexion SIINB, un espace pour des conversations vraies et ouvertes sur les réalités qui comptent le plus pour les infirmières et les infirmiers du Nouveau-Brunswick. Je m'appelle Alex et aujourd'hui on discute avec l'une de nos agents des relations de travail et notre experte interne en santé et sécurité au travail, José Godet. Puis José, pour les membres qui ne te connaissent pas encore, si tu pourrais te présenter et nous dire ce qui t'a amené à travailler en santé et en sécurité au travail. Absolument, Alex. C'est ça, je m'appelle José Godet, je suis agent de relations de travail avec SIINB. Je suis présentement assignée aux sections locales de vitalité de la zone 1B, ainsi qu'au foyer de soins francophones de la région. Je suis infirmière immatriculée depuis plus de 30 ans. Mon parcours professionnel n'est pas typique d'une infirmière et la santé et sécurité de travail sont arrivées un peu par hasard. J'ai travaillé comme gestionnaire de cas pour travail sécuritaire NB il y a quelques années, puis en gestion de l'incapacité de travail et en santé de sécurité au sein du réseau de santé et vitalité pendant plusieurs années. Je tiens à premièrement préciser que je suis pas une spécialiste de santé et sécurité au travail et je possède aucune certification dans ce domaine, mais j'ai de l'expérience en santé et sécurité au travail dans le secteur de santé, tant au milieu hospitalier, en communauté et aussi dans le milieu des foyers de soins. Parfait, merci beaucoup, José. Et puis là, juste pour commencer au sujet, les infirmières et les infirmiers, on entend souvent parler de SST, la santé et la sécurité au travail, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour eux sur le plancher, dans n'importe quel domaine des soins infirmiers où ils travaillent? Ouais, c'est une excellente question. Puis c'est une question importante parce que la santé et sécurité au travail constitue un aspect fondamental du travail quotidien d'une infirmière ou infirmier. Travailler en toute sécurité a un impact positif sur le bien-être physique et psychologique de l'employé, du membre et aussi de ses collègues. Ainsi, c'est un lien direct avec la qualité des soins prodigués aux patients. Si les infirmiers et les infirmières travaillent de manière sécuritaire, il va y avoir un impact positif. Ça, c'est des recherches qui ont été faites, qui ont prouvé que si la santé et sécurité est bien et sain, les soins aux patients vont être bien aussi. Ceci est valable même si que vous travaillez au milieu hospitalier, en communauté, puis dans les foyers de soins, dans tous les niveaux et tous les milieux de travail. C'est très important, oui, à cause que la santé et la sécurité au travail, si tu te sens que tu seras pris garde au travail, que la santé et la sécurité au travail se respectent, c'est bon pour toi sur un niveau physique, obviously, aussi psychologique, de toutes les manières, à cause que tu sais que la santé et la sécurité vont être respectées, tu pourras fournir des bons soins à tes patients, à tes résidents, et ainsi de suite. Et puis, ça, je pense que c'est vraiment un effet domino. Penses-tu que c'est ça le cas? Absolument, absolument. Ça, un direct lien, puis si vous regardez la recherche le démontre maintes et maintes fois. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire d'autres recherches dessus, mais c'est un direct lien. Les résultats de soins aux patients. Le nombre d'hospitalisations est réduit, les soins de santé, les moins d'erreurs, ça affecte absolument un direct lien. Oui, merci beaucoup pour clarifier ça. Et puis, en parlant de ça, on sait tous que c'est important pour les infirmiers et les infirmiers. Penses-tu qu'il y a des idées fausses que les infirmières et les infirmiers ont au sujet de la santé et la sécurité au travail? Absolument. Puis ça s'implique pas seulement pour les infirmières et les infirmiers, mais tout le monde, ils ont tendance à attendre que quelqu'un d'autre va régler les problèmes et les risques reliés à la santé et à la sécurité au travail. C'est là que je peux dire, c'est la partie la plus importante. C'est votre milieu de travail. Vous avez besoin de vous impliquer, puis si qu'on attend que les autres vont régler nos problèmes de santé et sécurité au travail, on manque le bateau. Les infirmières et les infirmiers doivent prendre en main leur propre santé et sécurité au travail en signalant les risques et les incidents, les éviter de justesse. Quand quelque chose a presque arrivé, c'est presque plus important de rapporter ça que rapporter une fois qu'un incident est arrivé. Parce que si tu t'as presque fait frapper par un patient aujourd'hui, très important de le rapporter pour que quelque chose peut être fait pour pas que la prochaine qui va aller soigner ce patient-là va vraiment se faire frapper. Puis c'est aussi de s'impliquer puis de s'informer. C'est important d'apprendre puis de savoir comment rapporter des choses, de n'en parler.
Ça fait que je pense que c'est la plus grosse idée fausse que quelqu'un, la gestionnaire est responsable de régler mes problèmes. Non, vous avez une responsabilité comme membre, comme employé, comme infirmier, infirmière, de rapporter puis de t'impliquer. C'est pas juste l'employeur qui a des responsabilités, vous avez des responsabilités aussi. Absolument, puis c'est une responsabilité partagée. C'est comme tu dis, c'est pas juste, personne peut être partout en même temps. Il faut tout le temps, tu sais, avoir des yeux partout. Et puis les yeux, si tu vois de quoi, tu dis de quoi. Et puis ça peut être toi qui règle le problème ou qui prend les pas qui sont nécessaires pour régler le problème en avance au lieu de après le faire. Quand tu penses aux réalités que vivent les infirmières et les infirmiers aujourd'hui, ce sont quoi les plus grands enjeux en esthétique que toi tu observes de jour en jour? Ouais, ça c'est une bonne question. Je suis actuellement un membre du groupe de travail sur la santé et sécurité au travail avec la Fédération canadienne des syndicats des infirmières et infirmiers qui regroupe la majorité des syndicats des infirmières et infirmiers du pays. Puis nous constatons toute la même chose à divers degrés. Parce que c'est sûr que, tu sais, il y a des provinces qui ont des grosses villes qui ont peut-être des risques un peu plus élevés, mais toute la même chose que la violence au travail, ainsi que la santé et la sécurité psychologique au travail, sont des choses qu'on voit de plus en plus et notre priorité. On le voit trop souvent. Vous entendez tous les incidents majeurs sur les nouvelles où il y a eu un incident où un infirmier ou un infirmier ou un membre du personnel dans le milieu hospitalier ou dans le milieu communautaire qui ont eu des agressions physiques ou des agressions psychologiques. Puis ça arrive trop souvent. Il y a certaines provinces qui font du progrès à protéger les infirmières et infirmiers, mais les infirmières puis les infirmiers craignent encore trop de signaler les incidents. Puis ce que je veux dire par ça, c'est que la majorité de la violence au travail, c'est par des patients ou des clients. Puis les patients puis les clients sont malades. Ils sont dans le milieu hospitalier, dans le milieu communautaire. On est en train de leur prodiguer des soins, puis ils sont malades. Puis souvent, on va dire, ben, tu sais, il m'a frappé, mais il fait de la démence. Il m'a frappé, mais il souffre de maladies psychiatriques qui c'est pas de sa faute. C'est même plus important de rapporter ces choses-là. C'est pas parce qu'il y avait une intention qu'il faut pas le rapporter. Il faut absolument le rapporter, que ça soit intentionnel ou non, basé sur la santé du patient. Faut le rapporter parce que c'est pas une partie de notre travail comme infirmier, infirmière, de se faire frapper ou de se faire agresser psychologiquement ou physiquement au travail. C'est pas partie de la job. Puis faut les rapporter. Ça, c'est l'affaire que on dirait, parce que on embarque dans la profession pour soigner les autres. Tu sais, je suis infirmière, tu sais, on s'occupe des autres. Mais quand est-ce que ça vient à s'occuper de nous autres-mêmes, on a tendance à dire, ben non, c'est OK. Non, c'est pas OK. Puis il faut rapporter ces choses-là. Penses-tu qu'ils craignent de rapporter ces incidents-là quand, disons, c'est un patient qui fait la démence? Penses-tu qu'ils craignent les résultats pour ce patient-là ou ce résident-là à cause, tu sais, il y a personne qui dit, ou au moins, il y a pas beaucoup de monde qui dit, oh, cette personne-là m'a frappé, il est malade, mais je veux encore qu'il soit tiré en prison puis qu'on garoche la clé dans la poubelle. Il y a personne qui dit ça. Penses-tu qu'ils craignent quand même qu'il y aura de quoi de négatif qui arrive aux patients ou aux résidents quand c'est un cas comme ça? En partie, parce que, tu sais, quand on parle de mettre des charges contre un patient, ça, je pourrais vous parler de ça pour une autre heure, mais moi, le point que je veux faire, c'est important de le rapporter parce que même si tu décides de pas mettre des charges ou non, c'est quand même la responsabilité de l'employeur puis l'employé de le rapporter pour qu'il y ait quelque chose qui est fait. C'est pas parce qu'un patient est dément qu'il n'y a pas des mesures qui peuvent être mises en place pour protéger les employés. Ça veut dire impliquer le médecin, ça veut dire impliquer l'équipe de soins pour qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour protéger les employés puis faire sûr qu'on peut soigner ce patient-là. Les charges, c'est comme ça, c'est quelque chose qui est, oui, une partie, ils craignent de le rapporter en raison de ça. Parce que on est des infirmières, c'est notre responsabilité légale de soigner les patients, mais c'est pas notre responsabilité de prendre l'abus. Puis c'est là que je veux changer le jargon puis dire, arrêtez de penser aux patients puis pensez à vous autres, puis votre santé et sécurité au travail. Puis il faut les rapporter parce que l'employeur a besoin de faire de quoi, c'est pas partie de la job. C'est ça, faut que ça change. C'est là, faut que ça change.
Tu as absolument raison. Et puis, ça revient vraiment à la responsabilité partagée de tout le monde. Même que, disons, oh, même c'est moi qui m'a fait frapper ou agresser dans une façon ou d'une autre. Tu sais, ça pourrait arriver à quelqu'un d'autre. Et puis, c'est comme tu dis, c'est pas partie de la job. L'abus, ce n'est jamais partie de la job. Et puis, si tu peux faire recours pour le prévenir, il faut que tu penses à ça. Et puis, que tu penses à la prochaine personne qui va interagir. C'est la même histoire si tu vois un grand clou qui stick hors du mur et puis tu penses, oh, ben, il y a quelqu'un d'autre qui pourra le manquer. C'est la même histoire. C'est très intéressant de penser comme ça. Puis, je pense que c'est comme ça qu'il faut y penser. Pourquoi les infirmiers et les infirmiers devraient-ils s'intéresser à la santé et la sécurité au travail au-delà des formations obligatoires? Ils reçoivent la formation dans ce sujet-là. Penses-tu qu'ils devraient s'intéresser au sujet au-delà de ces formations-là? Absolument. Les infirmières et les infirmiers devraient se soucier de la santé et sécurité au travail parce que c'est le milieu de travail. Puis c'est leur santé et sécurité au travail. Il n'y a personne qui va travailler. Tu sais, tout le monde veut s'en aller à la fin de le relais bien, puis pas blessé, puis moralement ou physiquement. Ça fait qu'il faut qu'ils s'impliquent parce que c'est leur milieu de travail, c'est leur santé et bien-être. Puis plus qu'elles s'impliquent, mieux c'est. Et plus qu'ils signalent les problèmes, mieux c'est. So, faut vraiment qu'il y a, c'est pas juste, ben, je vais aller faire ma formation, oui, ouais, il me dit, ça, je fais ça, il faut que je fasse ça. Mais il faut s'impliquer parce que c'est votre milieu de travail. Il n'y a personne qui va le faire pour vous autres. Ça fait que si c'est un message que je veux qu'il sorte, c'est, faut s'engager à c'est notre santé et sécurité au travail, puis il faut normaliser ça parmi les collègues de travail aussi. Absolument. Puis tu pourras presque dire que, tu sais, c'est dans ton intérêt en tant que professionnel de poursuivre ça, à cause que si tu peux t'assurer que ton milieu de travail est sain et sécuritaire, ça implique bien plus de monde que juste toi comme individuel. Aussi, tu as réfléchi bien à cause que ça veut dire I care. Je m'en soucie assez, j'ai assez de soucis pour que ça peut faire les choses mieux pour tout le monde dans ce milieu. Non, puis si j'aurais des membres dans la maison en absence prolongée, résultant à une blessure au travail, soit physique ou psychologique, il te dirait, si j'aurais à le refaire, je le ferais différent. Tu sais, parce que tu veux pas te rendre là. Tu veux que tout le monde s'en aille à la fin de la journée, que tout le monde revienne demain. Tu sais, puis tout le monde soit sain et sécure au travail. Absolument. Ben, merci pour ça. Et là, on sait que le travail infirmier, c'est pas juste physique. C'est très exigeant physiquement, c'est ça. Peux-tu nous parler un peu de l'aspect psychologique de la santé et de la sécurité au travail? Oui, absolument. La santé, la sécurité psychologique au travail commence à avoir beaucoup d'attention dans les dernières années. Puis ceci, c'est vraiment en raison de la norme que le CSA a développé des années passées, puis même le ISO, si les gens connaissent ces organisations-là. Puis le CSA est en train de le réviser même cette année, que j'ai fait partie d'eux, qui est vraiment bien. Puis la santé et sécurité psychologique sont aussi importantes que la santé et sécurité physique. C'est pas parce que on fait sûr qu'il n'y a pas que toutes les choses physiques est réglées au milieu du travail. La santé sécurité psychologique est autant importante, mais c'est pas quelque chose qui peut être vu ou touché facilement. Ça fait que c'est difficile pour dire, OK, ben, on a-t-il atteint? On a-t-il atteint le niveau de santé sécurité psychologique au travail qu'on veut, là? Et puis, penses-tu que c'est de quoi qui va main en main, presque? Absolument. La santé psychologique au travail on a besoin, we need to do better, comme on a besoin d'améliorer pour que c'est la conversation normale qui se passe à chaque jour à l'unité de soins avec nos collègues. Donc, c'est quelque chose que je suis très contente qui commence à être de plus en plus populaire dans le système de santé. Les employeurs ont beaucoup à travailler dessus. On n'est pas rendu là, mais je pense que la conversation a commencé. Absolument. Et puis, de mon côté, ce que je vois souvent, c'est la charge de travail, qui est vraiment le sujet de grande discussion, à cause que, pour le dire franchement, avoir une charge de travail trop chargée, tu vas perdre la tête. Tu sais, si c'est la seule personne sur l'unité ou dans un foyer de soins pour prendre garde à, disons, 35 résidents, c'est beaucoup ça. Et puis, sur un niveau psychologique, c'est pas sain, c'est pas sécuritaire. C'est comme ça que tu vas voir des blessures de toutes sortes
arriver. Alors, c'est pour ça que le SIND, on travaille assez fort pour faire les ratios infirmières-patients une réalité et puis bien d'autres choses comme dans ce domaine-là. Alors, c'est un très intéressant sujet, la santé psychologique, et puis je suis fière que ça devient un sujet plus discuté. Et puis, il y aura beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Qu'est-ce que sont les principes clés d'un milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire? Je pourrais faire une session d'à peu près une demi-journée parce qu'il y a vraiment 13 facteurs qui est attaché au standard, mais pour parler des principes clés, il y a la promotion puis la sensibilisation. Comme qu'est-ce qu'un milieu de travail psychologiquement sain a l'air, c'est un milieu de travail qui promue constamment la santé et sécurité au travail et qui facilite l'accès aux outils et aux ressources en matière de santé mentale pour les employés et les gestionnaires. Puis la partie et les gestionnaires est tellement importante parce qu'on donne des promotions à des employés que souvent c'est des cliniciens dans le milieu du système de santé, mais on leur donne pas de formation pour comment faire le travail. Au niveau de santé mentale, c'est important de donner de la formation aux gestionnaires pour qu'ils peuvent s'apercevoir quand un employé se sent peut-être pas bien au travail. Qu'est-ce qu'un milieu de travail où est-ce que la santé mentale est promue? Tu sais, une bonne santé mentale est promue, c'est vraiment de la formation pour les employés et les gestionnaires. Aussi, un environnement de travail où les employés reçoivent de l'encouragement et du soutien lorsqu'ils abordent leurs préoccupations en matière de santé psychologique. Donc, l'employé se sent confortable à aborder des sujets pour leur santé psychologique. La culture du respect, un environnement de travail où les employés se sentent valorisés grâce à une culture de respect et de compréhension. Puis ça, c'est une composante tellement importante, puis c'est difficile quand ce que la culture est pas là. C'est quelque chose que l'employeur doit vraiment travailler beaucoup pour que tous les gens se sentent respectés au travail, puis ça tombe automatiquement dans l'inclusion au travail, où c'est un environnement de travail où les employés se sentent inclus au sein de l'équipe et ne sont pas stigmatisés. Puis la dernière, puis la plus importante, c'est l'équilibre travail-vie personnelle. Comme tu as mentionné, la charge de travail, c'est un milieu de travail qui favorise l'équilibre entre les exigences du travail, de la famille et la vie personnelle. Puis je pense que c'est le plus gros défi du système de santé présentement. C'est vraiment comment est-ce qu'on va faire pour aborder la charge de travail où est-ce que l'infirmière, l'infirmier, l'auxiliaire, l'infirmière praticienne peut finir sa journée puis se sentir comme si qu'ils ont fait du beau travail, qu'ils n'ont plus besoin de faire du surtemps, qu'ils se sentent qu'ils ont eu des bons soins. C'est là quand on parle des ratios patients infirmiers, c'est vraiment là qu'on va se rendre. C'est pour ça qu'on pousse beaucoup au niveau national parce que si qu'on peut régler la première chose, c'est la charge de travail. Puis le recrutement puis la rétention, c'est là que je peux dire c'est le plus gros défi des réseaux de santé puis des foyers de soins aujourd'hui. Ça fait que c'est là qu'on s'en va, c'est là qu'on veut se rendre, puis on continue à travailler là-dessus. Absolument. Et puis, tu sais, la charge de travail, régler ça, c'est bien compliqué. C'est un gros défi, puis tu sais, on peut apprécier que ça va prendre beaucoup de travail à y arriver, mais pourtant qu'on va du bon chemin, c'est ça qui compte. Penses-tu, comment est-ce que les infirmiers et les infirmières peuvent-ils prendre soin d'elles-mêmes et défendre les milieux plus sécuritaires sans avoir peur qu'ils donnent l'impression de se plaindre? Ouais, puis ça c'est tellement important, mais tu sais, puis je le dis souvent, je vais le dire souvent, signaler, signaler, signaler. Ils doivent signaler, ils doivent rapporter les évités de justesse, les dangers, les risques et les incidents, puis normaliser. Que quand il y a quelque chose qui a presque arrivé, quand quelque chose a arrivé, rapportez-les, signalez-les. Parce que si un événement ou un évité de justesse n'est pas documenté ou signalé, il n'a pas eu lieu. Tu sais, toutes les infirmières, on le sait, on documente les soins qu'on prête aux patients, ce qu'on le documente pas, c'est pas fait. Même chose pour les incidents. Comment est-ce qu'on veut faire pour adresser les risques puis les incidents si qu'on les rapporte pas? Puis ils doivent également aborder quotidiennement les questions de santé et sécurité au travail. Puis normaliser les échanges avec les collègues et la gestion. Il y a des unités que même dans notre province qui font du beau travail ou qui commencent le relais avec ce qu'ils appellent des safety talks. Tu sais, on va parler de qu'est-ce qui est les risques aujourd'hui. On a des patients qui sont plus à risque. Qu'est-ce qu'on a besoin, tu sais, on a besoin de travailler ensemble pour être en sécurité aujourd'hui. Puis, mais de commencer chaque relais comme ça, moi, je trouve que c'est fantastique, c'est un bon début. Mais de continuellement parler de la santé et sécurité au travail. Parce que
c'est comme j'ai dit tantôt, c'est pas la responsabilité de la gestionnaire. Si qu'elle sait pas qu'est-ce que les choses qui se passent à l'unité, comment est-ce qu'elle va faire pour travailler, pour, tu sais, réduire les risques. Ça fait que je pense que c'est tellement important de rapporter, tellement important. Oui, absolument. Et puis, c'est presque comme ça qu'on dit à propos des rapports de situation de travail, tu sais. Si disons qu'il y a de quoi qui a été mal ou il y a de quoi qui n'était pas bien, et puis tu le remplis pas, c'est comme la même chose de s'en aller. C'est comme t'en fais dire que ton relais a bien été. Exactement. Et puis, si c'était pas le cas, then c'est ta responsabilité de le rapporter puis de d'écrire ce qui arrive et de documenter. Et puis c'est quoi qui est bien important. Et puis mais ça que tu as dit aussi à propos de tu sais, les safety talk et puis en faire partie de la discussion quotidienne, ça c'est un exemple fantastique de comment est-ce qu'on peut le faire. Ça que c'est tous les jours et puis que c'est pas comme un grand faut qu'on cédule nos réunions puis que c'est toute une affaire. Ça n'a pas besoin d'être toute une affaire. Si tu le fais quotidiennement, si tu en fais une priorité à tous les jours, ça va aller loin, ces efforts-là. Absolument, absolument. Alors, en parlant de ça, bien sûr que ça commence par le quotidien, mais aussi les comités mixtes de santé et de sécurité. Alors, si tu pourrais expliquer en termes simples, c'est quoi le rôle d'un comité mixte? Oui, puis premièrement, je veux stipuler comme le comité mixte de santé et sécurité au travail, c'est obligatoire pour tous les employeurs qui comptent 20 employés ou plus. Donc ça, c'est la loi. C'est pas quelque chose que l'employeur pourrait vous dire, moi, ça me tente pas de faire un comité mixte de santé et sécurité au travail. Ils n'ont pas le choix. Si vous avez un employeur où ce que vous travaillez qui n'ont pas de comité, vous pouvez appeler travail sécuritaire puis ils vont venir. Ils vont venir parler à l'employeur et dire, t'as pas le choix. C'est la loi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime de clarifier tout de suite. Mais le but du comité, c'est vraiment un lien de communication essentiel entre les employés et la gestion. Puis c'est de contribuer ensemble afin de créer et maintenir une culture positive en matière de santé et sécurité au travail. C'est vraiment de arriver à la table. Oui, c'est un côté versus l'autre, mais c'est vraiment de travailler ensemble pour adresser les choses, les risques, les issues au niveau de santé et sécurité au travail, de réviser les rapports, de réviser les incidents, de réviser les inspections, puis de faire en sorte que qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait un environnement de travail sain. Puis s'ils peuvent pas arriver à des recommandations, mais il y a un travail sécuritaire qui peuvent les aider puis des processus en place. Mais c'est quelque chose qui c'est pas optionnel, c'est obligatoire pour l'employeur d'implanter ça. Puis tous les membres du comité doivent suivre une formation obligatoire dans l'année suivant leur nomination. Ça, c'est dans la loi. C'est la même chose. Donc, si vous êtes infirmière ou infirmière auxiliaire ou infirmière praticienne, vous êtes membre du comité, vous avez un an, l'employeur a un an à vous libérer pour aller faire votre formation obligatoire. Puis la formation est excellente. Ça vous donne vraiment qu'est-ce que vous avez besoin pour faire votre rôle, pour savoir qu'est-ce qu'est le rôle du comité. Ils vous apprennent comment faire des inspections. Ils vous appellent. C'est vraiment, vraiment une bonne formation. C'était 3 jours avant en personne. Je pense que maintenant, c'est genre hybride que tu fais une partie en ligne, tu fais une partie en personne. Mais c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est pas optionnel. Absolument. Merci beaucoup, José. Et puis là, juste, je pense à nos foyers de soins, mais bien sûr, tous nos milieux de travail. C'est pas juste pour les employés syndiqués, n'est-ce pas? 20 employés, syndiqués, non syndiqués. Tu sais, disons, dans un foyer de soins, tu as peut-être une couple de syndicats qui sont actifs dans ce milieu de travail-là. Ça fait pas de différence. Non, c'est tous les employés. La seule chose, c'est particulier à la manière que la loi est écrite. Si tu supervises un employé, tu es automatiquement du côté de l'employeur quand on parle du comité. La minute que tu supervises un employé, ça fait même si tu es syndiqué, si tu supervises un employé, ça veut dire que tu es côté de l'employeur pour le rôle du comité. Puis ça, c'est tout expliqué. Mais tu peux être syndiqué, tu peux être non syndiqué. Si l'employeur a 20 employés ou plus, il doit avoir un comité en place. Oui, merci beaucoup pour clarifier ça. Alors, à quoi ressemble un comité fonctionnel et efficace? Un comité qui est solide puis qui travaille en collaboration, c'est vraiment que tu peux pas, quand tu vas à une réunion, tu peux pas dire qu'est-ce qui est côté employeur, qu'est-ce qui est côté employé. Ils traitent les problèmes ensemble. Les choses, c'est pas une affaire de blâme, c'est une affaire de qu'est-ce qui s'est produit ce mois-ci, qu'est-ce qu'on peut faire pour le prévenir, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place.
C'est vraiment pas un côté versus l'autre, mais ils travaillent ensemble pour adresser les situations à risque. Absolument, c'est une responsabilité partagée. Et puis, c'est dans l'intérêt de tout le monde impliqué dans ce comité mixte-là de s'assurer que c'est un lieu d'emploi sain et sécuritaire. Ça, c'est très bien. Que peuvent faire les infirmières ou les infirmiers pour s'impliquer dans ce comité-là? Ça, c'est une bonne question. Puis j'ai fait des formations dans les dernières années par rapport à qu'est-ce que les infirmiers et les infirmières peuvent faire. Puis là, je parle de infirmières auxiliaires, infirmières praticiennes, vous êtes tout inclus. C'est la première chose, c'est vous en aller à votre milieu de travail. Qu'est-ce qui est sur mon comité de santé et sécurité au travail? Si vous savez pas qu'est-ce qui est sur votre comité, informez-vous. Si vous savez pas, demandez à votre président local, demandez à votre gestionnaire. Puis la deuxième chose, c'est de vous assurer qu'il y a un membre du syndicat, comme j'ai dit, infirmière auxiliaire, infirmière praticienne, qui siège sur le comité. Parce que je peux vous dire, j'ai été sur des comités où il n'y avait pas de personnel infirmier qui était sur le comité, puis ils parlent de l'électricité, puis ils parlent des choses physiques, ils parlent pas de vos risques sur la job comme personnel infirmier. Ça fait que c'est vraiment, vraiment important que vous avez un membre du syndicat qui est sur le... Puis ça, c'est écrit dans la convention collective. Il doit avoir un membre du local dans votre comité mixte de santé et sécurité au travail. So, l'employeur peut pas dire, ah ben non, je peux pas libérer un membre du personnel infirmier, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils le fassent. Ça fait que on a du langage de la convention collective. Puis la dernière affaire, c'est plus l'affaire que moi, c'est comme best practice, meilleure pratique, la chose que moi, je trouve, si vous pouvez vous rendre là, c'est fantastique. Surtout dans les milieux de travail où ce que vous avez plusieurs unités, ce soit un gros foyer de soins ou un hôpital que vous avez plusieurs unités. C'est une personne ne peut pas faire tout l'hôpital ou tout le foyer de soins. Mais c'est de désigner des champions à chaque unité, des personnes qui croient, qui sont passionnées par la santé et sécurité au travail. Puis, je pense, j'avais un préposé de soins quand j'étais gestionnaire en orthopédie des années passées où ce que lui était passionné pour s'assurer que tout était, c'est lui qui faisait les inspections quand il y avait quelque chose qu'arrivait pendant le relais, il venait me trouver tout de suite. On travaillait ensemble pour essayer de mettre des choses en place pour que ça s'est réglé tout de suite. C'est de trouver ces gens-là. Ça n'a pas besoin d'aide des tels, c'est de vraiment trouver puis que les gens savent, ah, ben, j'ai une question de santé et sécurité, je vais aller voir cette personne-là parce que, puis elle ou il va travailler en collaboration avec la personne qui siège sur le comité. Parce qu'une personne ne peut pas être partout. C'est impossible. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir le plus possible. Puis c'est là quand on parle de conversation à chaque jour de santé et sécurité au travail, au côté physique et psychologique, c'est tellement important. Puis qu'on peut développer des champions sur chaque unité, c'est du glaçage sur le gâteau, comme on dit en anglais, frosting on the cake. Absolument. Merci beaucoup, Josée. Et puis, oui, c'est des très bons points, ça. Alors, on va passer maintenant à discuter des exemples plus concrets. T'en as des histoires en masse, tu sais, comme beaucoup des infirmières et des infirmiers. Ça, c'est tout le temps ça que moi, je veux savoir. Et puis, je suis sûre que tout le monde va apprécier de savoir des exemples des situations où tu as vu une préoccupation en santé et en sécurité au travail qui a été soulevée et puis s'il y a quelque chose de positif qui en a été ressorti. Absolument. Puis j'ai été sur beaucoup de comités avec, je pourrais vous parler encore une fois, je pourrais vous parler de plein air sur des exemples, mais j'ai des exemples que j'aime de parler avec. J'ai 2 exemples en particulier que j'aime de parler parce qu'il y a vraiment eu des bons résultats. Ça pas, tu sais, souvent on peut pas mettre le risque à zéro parce qu'on parle, tu sais, on est du personnel infirmier. On traite des humains. On peut pas contrôler un humain comme qu'on peut contrôler une machine. Ça fait que quand on travaille en construction, on est capable de contrôler les risques un peu plus. Mais dans la situation du personnel infirmier avec des patients, on peut pas contrôler un humain. Ça fait que les 2 exemples qui viennent à l'idée, c'est il y avait des infirmiers et infirmières qui travaillaient dans le service de santé mentale communautaire. Donc, ils allaient faire des visites à domicile ou dans des milieux de domicile de groupe et des établissements de groupe. Puis ils se sentaient pas en sécurité pour faire certaines de leurs visites, soit à domicile ou à des établissements. Puis le comité de santé et sécurité a pu, en collaboration avec l'employeur, avoir l'installation des dispositifs d'alarme personnelle. C'est
qui contactent la police en cas d'activation. Ça semble comme tu mets ça autour de ton cou ou tu attaches ça sur ton linge. Puis quand que tu l'actives, ça appelle la police. Ça appelle pas un opérateur ou quelqu'un qui va appeler la police. Comme qu'il y a beaucoup de services, ça appelle la police. Donc, si l'infirmière ou l'infirmier l'active, la police vient. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé les infirmiers, les infirmières à se sentir plus sécures. On a aussi pu établir des processus assez établis de comment évaluer le risque. Tellement important d'évaluer le risque parce que quand on connaît les patients, on connaît les clients, c'est pas la première visite qu'on fait. On est capable d'évaluer le risque. Puis s'il y a un risque, ben c'est peut-être de pas faire la visite tout seul, d'aller avec la police, d'aller avec une travail social, d'aller à 2 infirmières. Il y a plein de choses dépendamment du risque. Le dispositif d'alarme personnel était un win-win parce que c'était vraiment les employés se sentaient plus sécures en savant que si qu'il déclenche, il y a quelque chose qui arrive, la police allait venir. L'autre exemple, c'est un établissement où il y avait assez d'employés dedans, je dirais une centaine d'employés qui travaillaient dans un établissement, qui avait commencé à avoir des risques de sécurité liés à la présence d'une population vulnérable. Il y avait des personnes, populations vulnérables que les établissements étaient juste au côté du stationnement. Donc, il y avait eu des incidents avec des employés quand ils sortaient ou arrivaient du travail dans le stationnement. Puis c'était vraiment assez significatif comme événement. Donc, on a tout de suite collaboré, le comité de santé et sécurité a tout de suite collaboré avec l'employeur puis on a pu faire ajouter du personnel de sécurité, installer des caméras, renforcer l'éclairage dans le stationnement quand les journées étaient plus courtes, puis vraiment comme l'ajout de personnel de sécurité a été un gros impact parce que même les employés, parce qu'on avait du personnel infirmier qui demandait de se faire escorter à leur véhicule, qui était vraiment ce qu'il y avait besoin, parce qu'il y avait des gens tu sais, ils se sentaient plus en sécurité, puis même que les gardiens de sécurité étaient là pour le plein temps, pour le 24 heures que l'infirmière ou l'infirmier travaillait. Ça fait que ça, c'est des histoires que j'aime de parler parce que c'était vraiment une collaboration vraiment avec l'employeur puis le comité pour vraiment résoudre qu'est-ce qu'on devait mettre en place. Puis c'était bien, c'était des bons résultats. Oui, très bien. Et puis surtout ce deuxième exemple-là, puis je suis sûre qu'il y a en masse d'employeurs qui pensent, oh ben c'est un coût à moi. Je me sens pas comme payer du personnel de sécurité puis de l'éclairage et tout ça. Mais vraiment, quand ce que ça peut être une collaboration et puis qu'on peut voir ça comme un investissement. Tu payes ça, ça te revient en termes il y aura pas d'incident au travail qui pourrait te coûter bien plus cher que ce que tu as investi. Absolument. Puis l'autre chose, faut pas oublier que les comités de santé et sécurité au travail ont accès à travail sécuritaire NB. Ils ont des officiers de santé et sécurité au travail qui peuvent venir faire une visite, qui peuvent vous faire des recommandations. Dans le deuxième dossier que je vous ai parlé de, on a dû impliquer le ministre député, le ministre adjoint de la province, parce que c'était vraiment il y avait eu des incidents assez significatifs. Puis vraiment, on a pu avoir cette collaboration-là assez haut dans l'organisation assez rapidement. Puis, tu sais, ça, c'était mon chapeau de lever pour l'employeur parce qu'on n'a pas eu cette excuse-là. Ben oui, on peut pas mettre des caméras, on peut pas mettre des gardiens de sécurité, ça va nous coûter une fortune. Ils l'ont fait pareil. Puis je pense que ça a été, tu sais, puis encore une fois, ça vient à signaler les incidents. Si qu'on n'aurait pas eu de signalement de ces incidents-là que les infirmières et infirmiers ont malheureusement dû subir, on n'aurait pas pu réagir comme qu'on a réagi. Mais quand ce que tu donnes à l'employeur des rapports d'incidents, des descriptions d'événements, des blessures à des autos, des blessures psychologiques pour les employés, ça parle. Ça fait qu'on avait l'évidence qu'on a pu présenter à l'employeur qui a fait notre travail pas mal plus facile que si qu'on n'aurait pas eu de rapport d'incident. Qu'on aurait juste dit, on a entendu dire qu'il y avait eu des incidents. Quand ce que c'est rapporté, c'est documenté, c'est des faits. C'est là que le rapportage devient très, très, très important. Absolument. Alors, pour passer à ce sujet-là, quelles sont les 2 ou 3, disons, premières choses qu'une infirmière ou un infirmier devra faire si il ou elle voit quelque chose de dangereux? Mais la première chose, comme
faut identifier les dangers pour pouvoir les traiter. Ça fait quand on parle du signalement, oui, les incidents sont importants, mais les risques sont même plus importants. Quels sont les risques de mon travail? Quand que moi, je rentre travailler aujourd'hui, je travaille à l'urgence. Quels sont mes risques? Qu'est-ce qui pourrait arriver? On peut pas toujours éliminer les risques, comme j'ai dit tantôt, mais c'est vraiment de les identifier pour qu'on puisse mettre des mesures d'atténuation pour les minimiser les risques. Puis ça commence par les identifier. Puis une évaluation approfondie des risques et des dangers doit être réalisée sur toutes les unités au moins une fois par année. Ça, c'est dans la loi. Puis je pense que les employeurs dans la province, puis dans le milieu de santé, ils ont développé des bons outils, mais je suis pas certaine qu'ils font ces évaluations de risques-là. Parce que c'est ça qui doit être fait comme une fois par année. Tu gardes les risques, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour diminuer les risques? Puis si vous savez pas qu'est-ce que je parle de, que vous avez jamais entendu parler qu'il y avait une évaluation de risque qui a été faite sur vos unités, parlez à votre gestionnaire, parlez à votre comité de santé et sécurité au travail parce que c'est dans la loi. C'est quelque chose que l'employeur a besoin de faire. Puis je peux vous garantir que, surtout dans les réseaux de santé, ils ont des outils, ils ont des beaux formulaires, ça regarde bien sur papier, mais je suis pas sûre que c'est pratiqué puis c'est là qu'il faut commencer. Parce que faut signaler les dangers et les risques, faut signaler les incidents puis les éviter de justesse. Puis si vous savez pas comment le faire, comme que je vous ai dit, faites-le par courriel à votre gestionnaire, parlez à votre président local, parlez à votre gestionnaire, puis vous avez toujours le comité de santé et sécurité au travail aussi. Merci beaucoup, José. C'est très informatif, ça. Et puis là, disons, à quel moment une infirmière, tu as discuté l'évaluation des risques. À quel moment une infirmière ou un infirmier devrait-elle remplir un rapport d'incident? Et qu'advient-il? Qu'est-ce qui arrive vraiment quand ce rapport-là est rempli? Ben, à quel moment? C'est en tout moment qu'il y a presque quelque chose qui est arrivé, soit des évités de justesse, ou quand quelque chose arrive. Puis ça, tu sais, les gens sont hésitants. Souvent, j'entends parler, bon, on a eu cette situation ici, mais il y a personne qui s'est blessé. Je suis correct. Tu sais, oui, j'ai vu quelque chose qui était pas plaisant, mais c'est correct, c'est parti de la, tu sais, puis ils vont pas le rapporter, puis c'est tellement, tellement important. Parce que souvent, on va vivre de quoi, on va avoir un incident qui arrive, mais on va pas voir les séquelles de ça tout de suite. Puis quand ce qu'on documente, quand on remplit le rapport d'incident, c'est documenté. Donc, si dans 2 mois de maintenant que je commence à avoir des problèmes, que ça soit une blessure psychologique ou une blessure physique, tu commences à avoir des problèmes puis tu n'as pas documenté l'incident, tu pourras avoir des problèmes avec ta réclamation à TSNB parce qu'ils vont dire, mais pourquoi ça t'a pris 2 mois à nous parler de l'incident? Tu aurais dû le rapporter tout de suite. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de rapporter. Questionnez-vous pas, rapportez-les, même s'il n'y a pas de blessure. S'il y a une blessure ou une absence de travail, le rapport est automatiquement envoyé à travail sécuritaire. Puis ça aussi, c'est établi dans la loi que l'employeur doit faire ça. Puis même si l'employeur refuserait de faire ça, vous pouvez le faire directement. Y a pas, mais l'employeur le sait, c'est partie de la loi quand il y a une absence de travail reliée à un incident. Faut qu'il l'envoie. Ça fait ce rapport-là, vous avez tous des systèmes différents. Tu sais, les centres hospitaliers, les réseaux de santé ont des systèmes plus gros, sont tout informatisés, le rapport, c'est très facile à faire. Si vous travaillez dans des plus petits milieux, c'est peut-être des formulaires papier. Si vous savez pas comment le faire, parlez à votre président local, parlez à votre gestionnaire, puis vous devriez savoir comment rapporter ces choses-là. Absolument. Et puis, c'est comme tu dis, les presque incidents sont autant importants que les incidents concrets à cause que, hey, c'est un presque dans cet instant ici, ça pourrait peut-être être un fait accompli la prochaine fois. Absolument. Si qu'on peut, tu sais, puis je donne tout un exemple, je m'ai presque fait frapper aujourd'hui par un patient qui était violent. Mais si tu le rapportes pas, l'autre infirmière qui arrive de le relais après, là, il va lui donner ses médicaments, là, elle va peut-être se faire frapper. Et elle sait pas que tu avais presque été frappé. C'est tellement important pour tout le monde, pour vous autres même, mais aussi pour vos collègues de travail. Absolument. Comment les infirmières peuvent-elles travailler avec leur employeur et non contribuer pour créer un environnement de travail plus sécuritaire? C'est comme j'ai dit tantôt, impliquez-vous dans les questions de santé et sécurité au travail au sein de votre service. Parlez chaque jour.
Développer comme que j'ai dit tantôt, des discussions de santé sécurité au début du relais. Discuter avec vos collègues et votre gestionnaire des mesures à prendre pour améliorer, apporter des solutions, identifier les risques. Il ne s'agit pas de chercher des coupables. C'est la participation de tous, comme c'est une responsabilité partagée, c'est essentiel pour gérer les dangers et les risques. C'est ça qui va vous arriver arriver à un milieu de travail sécuritaire. C'est pas juste au côté physique, c'est aussi au côté psychologique. On va conclure ça bientôt à cause que t'as fourni bien de l'information très importante et très, très valable. Passons finalement au rôle du syndicat. Comment est-ce que le SINB soutient-il ses membres lorsqu'il est question de santé et de sécurité au travail? C'est quoi notre rôle comme syndicat? Mais on essaye tout de suite, notre objectif principal, c'est vraiment de former les membres pour les principes fondamentaux de la santé et sécurité au travail. Comme, si on connaît pas la base, faut commencer à la base. Puis ça, c'est comme quand ce que je vous parlais de, tu sais, qu'est-ce que c'est votre comité de santé et sécurité au travail. Vous avez une infirmière ou un infirmier sur votre comité de santé et sécurité au travail. Ayez la conversation, formez-vous. C'est tu sais, savoir la loi. Qu'est-ce que vos responsabilités? C'est notre objectif principal tout de suite, c'est de donner cette formation-là aux membres. Tous les membres peuvent contacter leur président local ou leurs agents de relations de travail si jamais il y a des problèmes que vous savez pas où c'est vous diriger, vous savez pas comment les signaler, vous pouvez certainement nous contacter. Puis, c'est comme j'ai dit tantôt pour les comités de santé et sécurité au travail, si vous avez des comités qui sont pas fonctionnels, ils fonctionnent pas comme ils devraient, vous avez accès à travail sécuritaire. Il y a des consultants en éducation qui vont venir à votre établissement, ils vont travailler avec vous autres pour vraiment faire le comité de manière efficace. Ça fait que c'est le comité pas tout seul, là. Absolument. Et puis c'est vraiment, pour nous autres comme syndicat, c'est vraiment à propos de former, comme tu dis, nos membres, les donner l'information avec laquelle ils peuvent retourner à leur lieu de travail et puis agir en tant que ça fait la suite. Tu sais, et puis s'impliquer de n'importe quelle manière qui les convient, et puis s'ils veulent joindre leur comité mixte de santé et de sécurité, ils peuvent faire ça. S'ils veulent découvrir ce sont qui les membres sur le comité, ça pourra se manifester dans toutes sortes de différentes façons. Alors, juste en passant à la fin, y a-t-il quelque chose que tu aimerais que chaque membre comprenne mieux au sujet de ses droits ou de ses responsabilités et des protections qui existent dans leur lieu de travail? Absolument. Puis, le message que j'aimerais faire sûr que tout le monde comprenne, c'est tous les membres ont droit à un lieu de travail sain et sécuritaire, au niveau physique comme au niveau psychologique. Mais leur implication est essentielle. On peut pas attendre que les autres vont agir pour notre santé et sécurité au travail. Faut vraiment s'impliquer. Faut identifier les dangers puis les risques. Faut signaler tous les incidents puis les éviter de justesse. Il faut participer à la recherche des solutions. On peut pas juste dire, monsieur, madame employeur, monsieur, madame gestionnaire, voici ce qu'on a identifié, arrange-nous ça tout de suite. C'est vous autres qui font le travail, c'est vous autres qui connaissez vos patients, c'est vous autres qui connaissez votre milieu de travail. Trouvez des solutions. Travaillez en collaboration avec votre gestionnaire. Il y a des choses qui peuvent être mises en place. Puis c'est pas parce qu'un patient est malade qu'on peut pas faire quelque chose. On peut changer le plan de soins, on peut impliquer le médecin, on peut impliquer l'équipe de soins, on peut faire des choses pour minimiser les risques. Ils doivent s'impliquer et veiller à ce qu'on a des infirmières, infirmiers, infirmières auxiliaires, infirmières praticiennes, pour qu'un du membre du syndicat, du local, soit membre de leur comité de santé et sécurité au travail. Si on n'est pas à la table, nos issues, notre voix est pas prise en considération. Puis ça, c'est la partie la plus importante, c'est d'avoir quelqu'un qui croit dans la santé et sécurité, qui va bien vous représenter. Puis comme j'ai dit tantôt, avoir des champions un peu partout, dépendamment de la grandeur de votre établissement, c'est là qu'il faut commencer.
Je pourrais pas le dire mieux que ça. Alors, merci beaucoup, José. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis sûre qu'on pourra en discuter pour, bien sûr, une autre 3-4 heures au moins. Mais l'éducation que tu viens juste de nous fournir, ce sera très valable pour nous, tous nos membres, je pense. Puis, on pourra se relier sur ça pour très longtemps. Alors, merci beaucoup. Et puis, j'espère que nos membres peuvent beaucoup bénéficier de ça. Oui, puis ça m'a fait plaisir, Alex. C'est quelque chose que je suis très passionnée avec mon expérience, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup partager mes connaissances puis mon expérience. Ça m'a fait plaisir.